Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, la Guinée participe à la Foire internationale de Dakar, pays invité d'honneur avec le Rwanda. Notre pays est représenté par 50 entreprises qui vont promouvoir les produits Made in Guinée. La protection de la biodiversité au niveau du massif du Fouta-Djallon se poursuit. Le projet de gestion intégrée des ressources sensibilise les populations riveraines. À Boloya, des équipements pour le maraîchage ont été distribués pour soutenir les femmes et prévenir les actions anthropiques. Au niveau de la diplomatie, l'avènement du CNRD au pouvoir a permis le retour de la Guinée sur la scène internationale, une ouverture sous l'impulsion du général Mamadi Doumbouya qui témoigne aujourd'hui de la santé des relations avec les pays amis. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Le Premier ministre séjourne au Maroc. C'est dans la ville de Tanger, précisément, où se tient un forum international. La Guinée s'est fait entendre à travers son chef du gouvernement, Amadou Riba, livre le message de Conakry. Suivez. Distingués invités, au nom du président de la République de Guinée, le général d'armée Mamadi Doumbouya, c'est un plaisir pour moi de délivrer ce message à l'occasion de l'ouverture de la 16e édition de Made Days de Tanger. La thématique de cette année, souveraineté et résilience, je crois que le thème n'est pas choisi au hasard dans ce contexte où la paix est devenue une quête pour beaucoup de peuples à travers le monde, que ce soit au niveau du continent africain, que ce soit à l'échelle mondiale, des remises en cause s'imposent par-ci par-là, parfois avec violence. La thématique, en ce qui nous concerne, nous l'avons intégrée en se disant que dans ce contexte, qu'est-ce que nous devons faire en mettant en avant l'intérêt de notre pays. Nous optons pour une coopération ouverte avec tous les pays du monde en mettant en avant l'indispensable nécessité de privilégier nos intérêts nationaux. Notre stratégie dans nos efforts de refondation, surtout la transformation économique de la Guinée, dans notre coopération, nous cherchons à privilégier un partenariat avec beaucoup d'États, beaucoup de puissances pour bâtir et co-construire ensemble un projet. C'est le cas du Simandou, qui est l'un des projets miniers les plus importants à l'heure actuelle au monde. 670 km de voies ferrées à construire, un port minéralier à construire également pour près de 20 milliards de dollars. Pour la stabilisation de notre territoire, pour la finalisation de ce projet, nous avons estimé qu'il faut mettre tout le monde ensemble. Les Chinois, les Africains, les Français, en d'autres termes, toutes les puissances intéressées à l'exploitation de ce minerai de fer. Une co-participation pour une co-construction, malgré leurs divergences et leurs rivalités qu'ils expriment par ailleurs. La Guinée est en train de réussir, de ce point de vue, un modèle unique qui permettra, j'en suis sûr, d'être une référence dans les années à venir pour beaucoup de pays qui aspirent à l'exploitation de leurs richesses, mais dans la paix, dans la sécurité et dans la stabilité. Allons au Sénégal où la 32e édition de la Foire internationale de Dakar FICAD a été lancée hier jeudi. Cette année, la Guinée est pays invité d'honneur avec le Rwanda. Notre pays est représenté par 50 entreprises, des PME pour la plupart, à ce cadre idéal de promotion des produits et services. Envoyé spécial à Dakar, Abdul Karim Kamara.
Jeudi 28 novembre 2024, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal affiche les couleurs de la Foire internationale de Dakar, FIDAK. Régulièrement organisée depuis 1974, la FIDAK est l'un des plus grands rendez-vous économiques de l'Afrique. L'événement souffle ses 50 buts cette année et cela coïncide avec l'honneur fait à la Guinée et au Rwanda comme les deux pays invités d'honneur. Ici, Dr Diaka Sidibé co-préside le lancement de la 32e édition de la FIDAK avec son homologue du Sénégal. La Guinée est un pays magnifique, à l'image de tous les autres pays d'Afrique. Allons-y vers cette coopération sud-sud. Cette coopération-là, monsieur le ministre, vous avez déjà montré la voie. Il faut que nous autres, les opérationnels, que nous mettons ça en œuvre. Encore une fois, j'appelle le peuple africain à faire foi en eux, à faire foi en leurs fils, à consommer, produire déjà local et à consommer local. Ce pavillon, bâti sur près de 400 mètres carrés, abrite les stands de la Guinée dont le décor est savamment planté par l'Agence guinéenne de promotion des exportations. À travers ses produits et services, le savoir-faire de ces PME guinéennes force l'admiration de plus d'un visiteur. Je dois dire que j'ai été charmé par ce que j'ai vu. D'abord par l'originalité du stand de la Guinée, par l'originalité des produits, mais surtout par ce passage des produits agricoles vers des produits industriels. L'avenir, c'est l'industrie agroalimentaire. Donc ce que j'ai vu aujourd'hui, tant au niveau des fruits, du fognon, des produits de la mer, de l'huile de palme, ça donne beaucoup d'espoir pour l'Afrique. Le Rwanda être ici, la Guinée être ici, nous retrouver ici à Dakar, montre exactement ce que nos leaders nous disent toujours, que le panafricanisme, ce n'est pas seulement des mots, ça doit passer par des actes. Donc notre présence ici fait partie de cette vision. La FIDAK est certes un rendez-vous du donner et de recevoir. L'occasion est mise à profit par la ministre du Commerce, Industrie et PME de saluer la vision commune des chefs d'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya et son homologue Bassirou Diomaye Faye dans la promotion et l'épanouissement des PME dans leurs pays respectifs. Nous avons compris qu'à travers la Foire internationale de Dakar, nous voulons créer un point économique entre la Guinée et le Sénégal. Et je pense que tous nos opérateurs, nos industriels et nos entreprises qui prennent part à cette 32e édition profiteront pour poser des bases de partenariat solides, un commerce international équitable et surtout un rendez-vous incontournable pour toutes nos PME. La FIDAK s'étend sur plus de 17 000 mètres carrés de surface et 30 pays sont représentés à cette édition avec 380 exposants directs, 1700 indirects et plus de 200 000 visiteurs pour un marché sous-régional de 300 millions de consommateurs. Retour en Guinée pour parler de la viabilisation du centre directionnel de Koloma. Le ministère du Budget compte loger très prochainement l'une de ses plus importantes directions. Il s'agit de l'administration des douanes qui aura dans une année et demie un nouveau siège qui prend en compte plusieurs commodités dignes d'un établissement moderne. Reportage Mohamed Seyarsouma. Dans sa volonté de doter les services publics d'un cadre de travail décent, l'État guinéen sous le leadership du général Mamadi Doumbouya affiche sa ferme volonté. Une volonté qui se concrétise au ministère du Budget. Le département se lance dans la construction de la nouvelle direction générale des douanes. La pose de la première pierre est effective. Le centre directionnel de Koloma abrite le chantier. Il se présente comme suit. Un bâtiment de R+11 avec sous-sol d'une surface bâtie sur sol de 800 mètres carrés. Une installation électrique sécurisée. Un système informatique sécurisé. Une installation sanitaire multifonctionnelle. Un parking de stationnement, des bureaux, des salles de réunion, un réfectoire, des issues de secours. L'un des aspects de ce projet de construction demeure le contenu local. Le respect du principe donne un début de satisfaction. Au-delà de voir l'édifice qui deviendra le siège de la douane, nous vous informons que nos jeunes de la collectivité commencent à avoir un emploi de base, car un bon nombre ont été recrutés
pour appuyer le projet. C'est cela le contenu local, c'est cela l'employabilité des jeunes. On peut déjà remarquer une belle entente entre l'exécutant et la communauté, un climat favorable à la bonne conduite des travaux. Toutes ces œuvres appartiennent à chacun des Guinéens que nous sommes. Quelle que soit votre colère et votre frustration, vous devrez épargner ces infrastructures. C'est pourquoi nous vous confions ce quartier, nous vous confions tous ceux qui travaillent ici dans ce quartier pour leur sécurité. Tout ceci est fait pour le bien des Guinéens, sans exception. La construction du futur siège de la Direction générale des douanes est prévue pour 18 mois. Sur le plan national, toujours le mouvement des femmes pour la refondation et la protection des acquis du CNRD vient d'organiser une lecture du Saint-Coran à la mosquée centrale de Kamsar. L'idée vise à faire des prières et bénédictions pour implorer la grâce divine pour qu'elle répande sa miséricorde sur le pays en cette période de refondation, mais aussi pour le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Reportage Younousa Tawel Kamara. Les membres du mouvement des femmes pour la refondation et la protection des acquis du CNRD à la mosquée centrale de la commune rurale de Kamsara. Dans cette maison de Dieu, ces femmes mobilisent les imams et autres fidèles musulmans de la cité autour du livre saint. L'objectif est d'implorer la grâce divine en faveur de la paix et la consolidation de l'unité nationale entre les filles et fils du pays, mais surtout pour le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. L'organisation qui soutient le général Mamadi Doumbouya a créé. Nous avons créé ce mouvement de soutien pour accompagner le président de la République dans ses projets de développement socio-économique du pays. Le général veut aider les femmes. Donc nous devons nous mobiliser pour le soutenir. Nous sommes contents des citoyens et imams de Kamsar pour leur mobilisation. Nous avons fait ça pour le progrès de la Guinée. Que Dieu protège la Guinée et le président de la République. Durant 3 heures, les imams et religieux de la mosquée centrale de Kamsar, en compagnie de l'inspecteur régional des affaires religieuses de Bouquet, ont fait des prières et bénédictions pour la réussite de la transition et la protection de nombreux projets réalisés et en cours de réalisation partout en Guinée sous l'ère CNRD. Le but, c'est pour confier notre cher président à Allah le Tout-Puissant et son gouvernement, pour que Dieu lui donne la santé nécessaire, longévité, surtout réussite dans toutes ces entreprises et que la Guinée va de l'avant. Donc avec la lecture du Saint-Coran et des invocations, Dieu donne la paix du cœur et la quiétude sociale à la République de Guinée. Cette cérémonie religieuse est une manière pour les femmes de ce mouvement d'apporter leur contribution à la promotion du vivre ensemble en Guinée. Parlons aussi de développement à la société guinéenne de palmiers à huile et DVA. C'est la course contre la montre qui est engagée avec la réception des matériels complets de la nouvelle usine de traitement de caoutchouc. Un événement de grandeur nature mobilisant population riveraine et autorités locales. L'occasion pour le chef du département Félix Lama d'exhorter les planteurs à accompagner la politique du gouvernement visant à redynamiser ce patrimoine national. Reportage Lancé Kamisoko. À la société guinéenne de palmiers à huile et DVA, c'est la course contre la montre qui est engagée avec la réception des matériels complets de la nouvelle usine de traitement de caoutchouc. Un événement grandeur nature mobilisant population riveraine et autorités locales. L'occasion pour le chef du département Félix Lama d'exhorter les planteurs à accompagner la politique du gouvernement visant à redynamiser ce patrimoine national. Je suis très satisfait du niveau d'avancement des travaux. Dans 8 mois, cette nouvelle usine sera opérationnelle et nous allons pouvoir continuer à développer cette usine de la Sogipa. Et surtout, c'est pour aussi le bien des communautés environnantes qui travaillent ici. Il faut dire qu'ici à la Sogipa, il y a 4000 employés. Donc c'est 4000 familles qui sont impactées directement, mais indirectement aussi il y a des emplois qui sont induits, soit à travers les transporteurs ou à travers les plantations familiales. La population des communes rurales de Djeké et de Biamon
s'en réjouit et remercie les membres du gouvernement pour les efforts consentis dans la réalisation rapide de cette usine de grande capacité qui pourra considérablement contribuer à l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble de nos communautés. De la joie pour les populations locales, de l'assurance pour le conseil d'administration de la SOGIPA, l'installation de la nouvelle unité industrielle marque le début d'une nouvelle ère dans cette société créée en 1987. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à vous en tant que ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et à l'ensemble de vos collaborateurs pour leur accompagnement et appui constant à la SOGIPA. Nous félicitons et encourageons la direction générale et tous les travailleurs de la SOGIPA pour les efforts conjugués par rapport au niveau d'avancement très appréciable dans la construction de la nouvelle usine de traitement de caoutchouc de 6 tonnes heure qui est un investissement capital pour la relance et l'avenir de la SOGIPA. Une fois achevée, la capacité de production de la SOGIPA passera de 2 à 6 tonnes de coagulants par heure. Une bouffée d'oxygène pour cette unité industrielle guinéenne dont la qualité des produits est très recherchée sur le marché international. Et puis l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi GIP et le consortium SMB Wining, plus que jamais déterminés à s'investir pour réussir la vision du chef de l'État en matière d'emploi. 2 importantes conventions ont été signées dans ce sens. Un accord entre les 2 parties qui définit des actions à mener pour offrir plus d'emplois et de compétences pratiques aux jeunes Guinéens. Plus de détails avec Tierno Ousmane Diallo. À travers ces accords, la GIP et la SMB passent à un niveau supérieur dans leur engagement à œuvrer en faveur de l'emploi des jeunes en Guinée. Une collaboration renforcée qui va aussi ouvrir la voie à une implication plus intense de la SMB dans le transfert de compétences et dans les efforts pour l'employabilité des jeunes avec un accent particulier sur le volet de la formation professionnelle. Aujourd'hui, près de 95% de notre personnel est un personnel composé uniquement de jeunes Guinéennes et Guinéens. Sur l'ensemble du territoire où nous pouvons travailler, ces jeunes sont en priorité en plus issus des communautés avec lesquelles nous sommes au contact au quotidien. Donc c'est un engagement très fort que nous avons depuis de nombreuses années et c'est un engagement que nous marquons davantage aujourd'hui avec ce partenariat parce que c'est un engagement qui va nous permettre aussi de prévoir le futur. L'autre accord signé avec TDSS, l'opérateur technique en charge de livrer les permis de travail biométriques, vise à tout mettre en œuvre de part et d'autre pour s'assurer que tous les travailleurs non nationaux de la SMB disposent du permis de travail biométrique. C'est un honneur doublé d'une joie immense de procéder au nom de Madame la ministre de l'enseignement technique, la formation professionnelle de l'emploi, Madame Aminata Kaba, la signature de ces 2 conventions. Le consortium Wining réaffirme vraiment sa disponibilité à nous accompagner, notamment dans le cadre du programme accéléré pour l'emploi, qui est une commande de Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui porte sur l'aide à la création de 20 000 emplois. Les prochains jours, la GIP va signer des accords avec d'autres entreprises pour aussi concrétiser un des axes de la politique nationale de l'emploi 2024-2030 qui place le secteur privé au centre de sa mise en œuvre. À présent, parlons de la protection et de la gestion efficace des parcs et réserves. Des représentants de plusieurs pays de la sous-région viennent de boucler des rencontres d'échange et de partage sur les techniques de maîtrise des données fauniques et floristiques des parcs et réserves protégés. Le point avec Mamadou Alpha Baldé. Disposer des données fiables et actualisées sur le contenu des parcs et réserves est l'un des principaux objectifs du cadre mondial de la biodiversité. À Conakry, des représentants de 14 pays de la sous-région se réunissent pour maîtriser les outils nécessaires permettant l'identification et la quantification du potentiel faunique et floristique des parcs nationaux de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, les données sur la biodiversité constituent vraiment un élément incontournable pour nous, gestionnaires, pour orienter nos prises de décision et
orienter nos décideurs à prendre de bonnes décisions pour la gestion de l'amélioration de la biodiversité dans nos aires protégées et même aussi à faciliter la recherche de financement durable pour la protection de la biodiversité dans nos aires protégées. L'aspect le plus connu de la cible 3, c'est de protéger et conserver 30% de la planète d'ici 2030. Donc pour cela, il sera très important d'être sûr d'avoir des données à jour et exactes sur les aires protégées et conservées. Conformément à ses engagements internationaux, la Guinée est en passe de finalisation de son réseau d'aires protégées au nombre de 18. L'acquisition de ces nouvelles connaissances permet au pays de mieux identifier et orienter les efforts de conservation. La Guinée, sous le leadership de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, est résolument engagée dans la protection et la gestion durable de ses ressources naturelles. Et à cet effet, nous avons récemment adopté une nouvelle vision stratégique pour la refonte du réseau national d'aires protégées. Ce réseau sera bâti autour de 18 parcs nationaux. Et notre vision repose sur 2 piliers essentiels. L'amélioration de la qualité des données et des systèmes de suivi, cela afin d'assurer une prise de décision fondée sur des bases scientifiques solides, mais également la participation inclusive des communautés et des parties prenantes. À l'issue de ces 4 jours de partage, la gestion des données dans les parcs pourrait connaître une nette amélioration dans l'ensemble des sites à travers le pays. Protection et conservation de la biodiversité encore, les acteurs de toute la chaîne en conclave pour trouver des mesures palliatives à l'implantation des projets de développement avec le maintien de la biodiversité. L'étude permettra d'élaborer des guides pour orienter les acteurs dans leur prise de décision. Compte rendu, Ousmane Ba. Comment évaluer l'état de conservation et de planification spatiale de la biodiversité? Une problématique qui permet d'appliquer la stratégie nationale d'atténuation des impacts sur les écosystèmes en Guinée. Cette méthode vise à développer des outils et des guides pratiques d'évaluation. Cet atelier a pour but de présenter 2 guides qui portent sur la compensation et les métriques biodiversité. Dans le cadre du projet Combo Plus. Donc le projet Combo Plus, c'est un projet de 4 ans qui a pour but la conciliation du développement durable avec la conservation de la biodiversité. On se rencontre ce matin pour poursuivre le processus déjà et la dynamique que nous avons enclenché depuis plusieurs années. On est là pour travailler avec tous les acteurs sur des guides qui sont en cours de développement qui permettront de mesurer la biodiversité et donner une démarche scientifique et technique sur les modèles de compensation et les processus. Dans les débats, le contexte de production de 2 guides avec leur mode d'utilisation est présenté aux parties prenantes. Ces guides sont relatifs à la compensation et au système métrique. Il s'agit pour l'État de préparer les capacités en réponse aux investissements majeurs des grandes entreprises minières présentes en Guinée qui travaillent toutes aujourd'hui au développement de plans de compensation des pertes de biodiversité, ce qui est aussi une innovation et une avancée majeure dans le processus d'exploitation minière en Guinée. Ces guides, une fois validés, seront largement diffusés pour permettre à l'ensemble des parties de s'en approprier. Environnement encore à Farana, une mission du ministère de l'Énergie vient de séjourner dans le district de Soloya. Soloya est au cœur du massif du Fouta Djallon où se trouvent 8 têtes de sources. La mission accompagnée du projet de gestion intégrée des ressources naturelles du massif du Fouta Djallon a d'abord sensibilisé les riverains avant de leur offrir des intrants agricoles, un appui qui vise à promouvoir le maraîchage dans la localité pour la sauvegarde de la biodiversité. Reportage Ibrahima Oulem Fofana, Silati Kourouma. À Farana, le district de Soloya est au cœur du massif du Fouta Djallon. Bâti au pied du mont Kunkumbalia, il regorge 8 têtes de sources du massif, y compris le marigot Labatara. Depuis 2014, des actions de protection de l'écosystème sont réalisées. En témoignent ces 4 hectares reboisés par le ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures
et son partenaire technique, le projet de gestion intégrée des ressources naturelles du massif du Fouta Djallon. Avec des reboisements et des RNA, c'est des activités qu'on a eu à mener ici avec la population pour protéger les berges du fleuve Labatara et les têtes de sources qui sont ici. Donc ces paysans qui sont là sont en train de protéger eux-mêmes avec leurs propres moyens les têtes de sources, avec l'appui aussi de certains bailleurs de fonds comme le FEM, et puis la FAO, et puis les autres comme le PNUD. Ici, l'amélioration des conditions de vie des communautés riveraines préoccupe le ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Elles sont d'abord sensibilisées sur la protection de l'environnement avant de recevoir par la suite des équipements et autres intrants agricoles. Nous sommes là pour la remise des intrants agricoles, des semences et des tricycles et les outillages agricoles. Et au nom du ministère de l'Énergie, Hydraulique et Hydrocarbures, et au nom du monsieur le ministre Aboubacar Kamara, sous l'impulsion bien entendu du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, nous sommes ici pour aider la population de Solea. Nous sommes réconfortés par les efforts du président général Mamadi Doumbouya. Nous le remercions. Nous remercions également le ministre Aboubacar Kamara. Et nous promettons que nous allons les utiliser à bon escient. Cette remise chapeautée par le coordinateur pays du projet de gestion intégrée des ressources naturelles du massif du Fouta Djallon s'est déroulée en présence des autorités de la sous-préfecture de Marela et la direction préfectorale de l'agriculture. La Guinée et l'Allemagne redynamisent leur coopération sanitaire. Un nouveau centre médical vient d'être mis à la disposition du gouvernement guinéen à Amdalaï. L'inauguration de cette structure sanitaire de haute qualité répond aux besoins croissants de la population dans le domaine de consultation et de prélèvement. L'événement est doublé de la célébration des 13 ans d'existence du laboratoire guinéo-allemand, devenu une référence dans le domaine du diagnostic médical. Compte rendu Moussa Komara. C'est le fruit d'une excellente collaboration entre la Guinée et l'Allemagne. L'ouverture de ces cabinets médicaux 6 à la minière vient à nouveau rehausser le système de santé guinéen et garantir un accès équitable aux soins médicaux de qualité pour tous. La création de cette nouvelle structure, le centre médical guinéo-allemand, n'est que le prolongement des activités du laboratoire guinéo-allemand afin d'offrir un nouveau paquet de services qui comprendra entre autres un service de santé et sécurité au travail avec des médecins spécialisés qui offriront des prestations de santé au travail au profit des entreprises, des miniers et de toutes les structures nécessitant ce genre de service. Ce centre flambant neuf est doté d'équipements modernes. Un service de consultation sera offert à toute la population. Un laboratoire de prélèvement est aussi implanté pour réduire la forte demande du premier laboratoire guinéo-allemand connu sur ses résultats fiables. C'est l'exemple du EGA qui nous a motivés à ouvrir d'autres laboratoires à Abidjan et Lomé et on va aller au-delà dans le futur. Nous souhaitons que les cabinets, tout comme le laboratoire, grandissent et devient un nom associé à des services médicaux de qualité. La coopération entre les deux pays répond sur des valeurs communes de solidarité, de partage de compétences et d'innovation. Avec des services centrés sur la médecine du travail, ce centre médical guinéo-allemand ambitionne d'être un partenaire privilégié des entreprises et les institutions du pays dans la promotion de la santé publique. C'est vraiment génial. Et en termes, parce que quand vous parlez de la santé au travail, c'est aussi le matériel. En tout cas, et ce matériel, il y a un matériel vraiment spécifique dédié à ce niveau. Pour l'instant, la structure vraiment dispose de tout ceci. Maintenant, il revient de mettre en place un mécanisme cohérent qui puisse faire en sorte que tous ces éléments puissent être là afin vraiment de faire en sorte que la structure puisse bien fonctionner en matière de sécurité de santé au travail. L'inauguration de ces centres médicaux coïncide avec les 13 ans d'existence du laboratoire guinéo-allemand. Un moment solennel pour de nombreux patients qui ont bénéficié des services de qualité de ces dispositifs sanitaires
de témoigner leur satisfaction. Santé, toujours le médecin colonel Abdel Kemoko Diallo, directeur général adjoint du service de santé des armées, a effectué une tournée d'évaluation des infrastructures et du personnel dans les centres médico-chirurgicaux des armées de la première et deuxième région militaire, de Kindia à Koubia en passant par Mamoun et Tougué. Il a constaté sur le terrain les conditions de travail du personnel médical et les besoins des unités militaires. Le compte rendu avec adjudant Abdelkader Kamara. C'est une visite de terrain du directeur général adjoint du service de santé des armées. Elle vise à s'imprégner du fonctionnement des centres médico-chirurgicaux des armées dans l'arrière-pays, de la portion centrale de la première région militaire de Kindia au bataillon d'infanterie de Koundara en passant par le bataillon autonome de Mamou, les compagnies d'infanterie de Tougué, Koubia, dans la deuxième région militaire de l'Abbé. Partout, les responsables se réjouissent de l'importance qu'accordent les autorités au bien-être sanitaire de la troupe. Depuis l'avènement du CNRD, il y a eu beaucoup de progrès. Nous qui sommes à l'intérieur, si nous voyons nos chefs se déplacer, juste venir constater, c'est un offre de soulagement. Bien, recevoir une telle mission qui est d'une importance capitale pour nous est un signe d'honneur et ça nous rassure que les chefs veillent sur l'état de santé de la troupe. Si l'adjoint même fait le déplacement pour venir s'enquérir de ces réalités chez nous ici, ça nous réconforte très bien. L'émissaire de la hiérarchie militaire a transmis au personnel médical le message de félicitations et d'encouragement du directeur général du service de santé des armées pour leur dévouement au quotidien. Il a réaffirmé à la troupe la volonté des autorités de doter les unités militaires de l'intérieur du pays des structures sanitaires modernes et performantes. On a été instruit par la haute hiérarchie de sortir pour évaluer ces infrastructures, pour que ces infrastructures puissent être dotées en personnel, bien formé, en matériel et en équipement. C'est le lieu de remercier Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui, au jour d'aujourd'hui, a mis toutes les conditions pour que les hommes puissent rester dans les camps. Au-delà de la mission qui nous a été confiée concernant l'évaluation, on a sensibilisé les hommes. Parce qu'actuellement, il y a une pathologie qui est en train de décimer. Cette pathologie, c'est l'hépatite virale. Cette visite de terrain a été mise à profit par le directeur adjoint du service de santé des armées pour annoncer un programme d'évaluation prochaine des compétences du personnel au sein du service de santé des armées. Conformément au document unique d'organisation DIO, un programme qui vise à optimiser la gestion des ressources humaines et à améliorer la qualité des prestations dans les unités médicales des forces armées guinéennes. L'État guinéen, à travers le Fonds du développement social et de l'indigence, vient de prendre en charge encore au compte de ce mois 48 malades vulnérables de la région de Boké. Ces bénéficiaires ont reçu leur titre de prise en charge gratuite en présence de la ministre en charge des personnes vulnérables, mais aussi des autorités de Boké. Reportage Younoussa Tawel Kamara. C'est devenu une tradition à la Direction nationale du Fonds de développement social et de l'indigence de remettre des titres de la prise en charge sanitaire gratuite à une catégorie à la fin de chaque mois. Ici à Boké, sur 140 dossiers examinés au compte de ce mois de novembre, 58 malades vulnérables sont retenus. Le processus qui nous réunit ici a été mené avec rigueur et équité. Ces chiffres témoignent à la fois de l'ampleur des besoins et de l'engagement du FDC à accompagner les cas les plus urgents, classés prioritaires. En recevant leur prise en charge sanitaire gratuite, ces malades vulnérables qui étaient sans espoir expriment leur reconnaissance au président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Ça fait 1 an, je souffre avec elle. J'ai fait beaucoup de démarches pour pouvoir obtenir ce document. Aujourd'hui, je remercie beaucoup le fonds, madame la ministre, et je remercie le président de la République qui a fait beaucoup de choses pour les Guinéens. La ministre en charge des personnes vulnérables a tout d'abord expliqué aux bénéficiaires des avantages de ce service humanitaire de l'État guinéen avant de rappeler le souci du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, en faveur des personnes démunies du pays. Le général Mamadi Doumbouya a une vision, c'est faire en sorte que la Guinée soit un pays où le vivre ensemble est instauré. Pour que le vivre ensemble soit instauré,
Il faut bien que les gens soient dans de très bonnes conditions, qu'ils soient en bonne santé. Prochainement, d'autres groupes indigents de la région de Boké devraient aussi bénéficier de la prise en charge sanitaire gratuite de l'État à travers le Fonds de développement social et l'indigence sous la tutelle du ministère en charge des personnes vulnérables. Et cette rencontre qui est une grande première en Guinée, toutes les fédérations syndicales de l'éducation ont rencontré hier Général Aminata Diallo, la porte-parole du CNRD. Objectif, féliciter les autorités pour les réformes opérées au sein de la CNPS. Les syndicalistes ont également salué les efforts du CNRD et l'élévation en grade de général de la directrice générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Compte rendu Alpha Isiagaba. À la direction générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale, toutes les fédérations syndicales de l'éducation sont réunies. Cette fois-ci, pas que parler de négociations. À l'ordre du jour, reconnaissance des réformes opérées à la CNPS. Parmi ces réformes, la couverture médicale des agents publics de l'État. Ces syndicalistes ont surtout félicité la directrice générale pour son élévation au grade de général de brigade. Au regard aux réformes qu'elle a entreprises et surtout à la couverture médicale qui a été vraiment une œuvre salvatrice. C'est une première que des organisations syndicales de l'éducation qu'on connaît, très dures, très classiques dans la revendication, puissent venir et féliciter une dame militaire pour une élévation en grade de général. Entre syndicalistes, des témoignages s'enchaînent sur les acquis du CNRD. Tous expriment le poids accordé à la valorisation de la jeune féminine au sein des forces armées guinéennes. Pas seulement, aussi les efforts dans l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires retraités. C'est l'occasion de remercier le chef de l'État pour sa vision et pour sa clairvoyance qui ont conduit à valoriser les efforts des forces de défense dans notre pays en honorant de nombreux officiers. Votre présence ici, en guise de félicitations pour mon élévation au grade de général de brigade, est un véritable honneur pour moi et pour toute l'équipe de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Elle témoigne l'importance que vous accordez à notre mission commune. Ce témoignage de solidarité et de reconnaissance reflète les valeurs que nous partageons tous, le respect mutuel et l'engagement collectif en faveur du bien-être des travailleurs. C'est un honneur pour nous de constater l'implication de nos partenaires sociaux dans le renforcement des activités de la Caisse nationale de prévoyance sociale. La couverture médicale des fonctionnaires retraités est effective depuis le mois d'août dernier. Elle est à hauteur de 80%, une initiative présidentielle. En ce moment, la campagne de vulgarisation est en cours dans les services étatiques du pays. À Kindia, les représentants de la CEDEAO sont allés à la rencontre des élèves, notamment les jeunes filles. Au menu des échanges, l'hygiène des jeunes filles en milieu scolaire et la vision 2050 de cette institution sous-régionale. Le point avec Saamara Tolno. Après du Breka, les élèves de la commune urbaine de Kindia reçoivent les représentants de la CEDEAO en Guinée. L'équipe est venue sensibiliser les jeunes filles sur l'hygiène en milieu scolaire et leur offrir des kits hygiéniques. Nous sommes venus ici remettre des kits à 250 jeunes filles qui comprennent des serviettes hygiéniques, du savon, et nous avons fait aussi la sensibilisation sur l'hygiène de la jeune fille. Quelques heures d'échange avec les représentants de l'organisation sous-régionale ont suffi aux élèves de Kindia pour comprendre les avantages de l'hygiène corporelle d'une jeune fille, surtout pendant le cycle menstruel. J'ai retenu beaucoup de choses, comment la fille doit se protéger, comment on doit utiliser les serviettes hygiéniques. Soutenir une fille dans sa gestion menstruelle, c'est beau. Encourager la fille à rester et pour la faire éviter aussi des maladies. Nous remercions la CEDEAO par rapport à ça. À travers ces projets d'hygiène de la jeune fille en milieu scolaire et de partage de connaissances sur l'institution, la CEDEAO prépare déjà la jeune génération à sa vision 2050. Une vision qui consiste à passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples.
De nouveaux commandants à la tête de la gendarmerie routière de Mamou, ils ont été officiellement installés hier en présence des autorités et des hommes en uniforme. Leur mission, renforcer la sécurité routière à travers la région. Compte rendu, Mamadou Patebaldi. Le plaidoyer en faveur des jeunes migrants et des jeunes en mobilité fait du chemin. À Mamou, les différents chefs des quartiers de la commune urbaine et des familles se mobilisent pour apporter leur contribution à l'intégration de ces enfants et jeunes au sein de la communauté. Ces membres du conseil de quartier ont pris l'engagement écrit à nous accompagner vraiment pour la prise en charge de ces GIGM, parce que tous ont pris connaissance mais aussi conscience de l'enjeu auxquels ces enfants et jeunes sont exposés dans la communauté ici à Mamou. À ces parents de s'impliquer par rapport à la réintégration, non seulement de ces personnes de retour, mais aussi s'impliquer activement par rapport à leur réinsertion socio-professionnelle dans les corps de métier. Mamou est considéré de nos jours comme une zone de transit et de départ massif de nombreux jeunes candidats à l'immigration. Face au danger de ce phénomène, le SECOJ de Mamou, en partenariat avec Terre des Hommes, ne baisse pas les bras pour sensibiliser les familles sur les risques liés à la migration. Je fais une plaidoirie pour une continuité déjà de rencontres pour que vraiment nous parvenons à convaincre les gens et pour que nos enfants restent avec nous. Nous les éduquons de notre manière. Ils sont les structures locales, les structures de base, où les familles sont beaucoup plus considérées, et de faire en sorte que nos enfants ne puissent plus errer comme ça gratuitement là-dedans. C'est pas seulement le plaisir de se faire des enfants, mais aussi de les éduquer, de les gérer, de les garder à la maison. Pour réussir ce pari, le SECOJ de Mamou a déjà déployé plusieurs équipes sur le terrain pour poursuivre la sensibilisation auprès des familles et dans les différents établissements scolaires afin que cesse ce phénomène dans la ville Carrefour de Mamou. C'était plutôt la lutte contre la migration irrégulière, une sensibilisation suivie d'une formation des jeunes assurée par l'OIM. Un reportage signé de notre correspondant dans la région Mamadou Patebaldi. La Fondation Solidarité Féminine a récemment lancé la campagne de lutte contre les violences faites aux femmes et filles sur toute l'étendue du territoire national. Elle vise à impliquer surtout les jeunes dans la lutte en vue de minimiser les conséquences liées au VBG. Le point avec Robert Siditolno. C'est devant ces parterres d'invités que la Fondation Solidarité Féminine a officiellement lancé la campagne annuelle de 16 jours d'activisme, une initiative mondiale dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. L'objectif visé, c'est de sensibiliser la population pour dire qu'il faut adopter un comportement positif à l'égard de la femme, développer la masculinité positive, c'est-à-dire apprendre aux jeunes hommes que la femme, ce n'est pas un objet de violence. Et apprendre aux jeunes filles que normalement, elles ne doivent pas se taire sur les violences qu'elles subissent, les harcèlements dans les écoles, dans les bureaux. Au regard de la complexité et des conséquences néfastes liées au VBG sur le continent africain en général et en Guinée en particulier, nombreux sont les participants qui appellent à l'unité d'action dans la lutte. Mes pensées pieuses vont à la petite Aïchaba, je le dis avec beaucoup d'émotion. La violence qu'elle a endurée, fasse Dieu l'accepter dans son paradis. Au CNT, nous durcissions davantage les lois contre ce genre de barbarie. Et en cela, nous sommes en phase avec le gouvernement pour la répression contre les violences faites aux femmes. Cette campagne d'activisme en faveur des VBG pourrait s'étendre sur une durée de 2 semaines. Objectif, faire des jeunes Guinéens des partisans et défenseurs de la non-violence à l'égard des femmes et filles. À l'occasion toujours des 16 jours d'activisme à l'égard des femmes et des filles, on s'intéresse à l'exploitation sexuelle des enfants en ligne, une question inquiétante qui interpelle les autorités et les parents pour prendre des mesures adéquates. L'ONG Le Monde des Enfants travaille d'arrache-pied sur le sujet. Explication Marie-Angélique Bangoura.
L'exploitation sexuelle des enfants en ligne est l'un des problèmes de sécurité publique les plus troublants de la société actuelle. Même si cette question est moins abordée par les parents, ce phénomène existe et se manifeste par l'utilisation de photos ou vidéos explicites sur Internet produits par ces jeunes eux-mêmes. Nous, du domaine de la protection, nous sommes là pour réfléchir sur quels sont les autres aspects qui exposent les enfants. Qu'est-ce que l'usage du téléphone et tous les autres outils de la technologie peuvent avoir comme conséquence et peuvent entraîner les enfants dans des abus comme l'exploitation sexuelle. Donc cette consultation va amener les acteurs à réfléchir sur les différents aspects sur lesquels nous, en tant qu'État, notre attention doit être attirée. Les délinquants sexuels utilisent des applications et des plateformes pour communiquer avec leurs jeunes victimes. En 3 ans de recherche et de suivi, l'ONG Le Monde des Enfants et ses partenaires ont tout mis en œuvre pour trouver les voies et moyens d'interpeller le gouvernement et les familles. Nous avons fait des plaidoyers, des scènes de sensibilisation et aussi invité tous les acteurs qui interviennent dans le cadre de la protection pour les présenter au fait les différents rapports, mais aussi mobiliser les parents, les communautés, les enfants pour qu'ils puissent vraiment s'intéresser à tout ce qui est abus en ligne. La campagne des 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes et des filles concerne aussi l'exploitation sexuelle qui prend de l'ampleur. Un nouveau champ d'action pour les autorités, les ONG, les parents et les entreprises numériques qui pourraient revoir les conditions d'accès des enfants à l'Internet. Et puis cette reconnaissance aux actions fortes du chef de l'État général Mamadi Doumbouya Dinguiraye. Dans cette ville, un caravane géant a été organisé ce vendredi en prélude de la finale du tournoi doté du trophée Mamadi Doumbouya, une compétition qui a mobilisé les 7 sous-préfectures et la commune urbaine et a connu la présence de plusieurs cadres de l'administration. Reportage Ibrahima Oulem Fofana. En prélude à la finale de la compétition sportive organisée en l'honneur du général président Mamadi Doumbouya, la ville de Dinguiraye est en effervescence et au rythme des actions de développement du CNRD. Ce carnaval géant mobilise un monde immense dans la ville natale de Tierno Mamadouba, TMB. Ici à Dinguiraye, des pancartes et des banderoles, mais aussi cette marche où toutes les couches sociales sont confondues, témoigne la détermination de la ville historique d'El Hadj Martal à soutenir le général président. C'est une mission réussie pour le conseil personnel du président et ici à Dinguiraye nous sommes rassurés que le message du président Mamadi Doumbouya a été compris. Merci aux populations de Dinguiraye, merci aux femmes qui sont massivement sorties, merci au conseil personnel du président. Football, et c'est la 2e édition, donc il était important d'assumer. Donc nous sommes venus pour assumer cela et pour assumer totalement notre soutien. Les jeunes, les femmes, les enfants, tout le monde est sorti pour réaffirmer leur soutien aux idéaux du CNRD, aux idéaux du président Mamadi Doumbouya. Dinguiraye, c'est du 100%. Ici, il n'y a pas d'eux, c'est Doumbouya. Et je voudrais profiter de votre micro pour remercier le ministre de la Culture qui a effectué le déplacement, M. Antonio Soiré, M. Dadi, beaucoup d'autres amis à nous, des amis de la classe politique, de l'administration publique et de la société civile. Tout le monde est aujourd'hui à Dinguiraye. Dinguiraye, c'est la capitale du CNRD. Je vous remercie. Dinguiraye a déjà proclamé le président de la République, général Mamadi Doumbouya, citoyen d'honneur. Cet esprit est très suivi par des jeunes, des femmes et sages de Dinguiraye. Au cœur de cette longue file, TMB, le conseiller personnel du président, est bien entouré d'invités de marque. L'événement est marqué par la présence de Moussa Moïse Silla, ministre de la Culture, de Mamadou Antonio Soiré, président du conseil d'administration du groupe SAM GBM, et sa forte délégation, la chef de cabinet du ministère de l'Information et de la Communication, la directrice générale de la RTG, marraine de l'événement, et plusieurs autres cadres de l'État. Je suis extrêmement fier d'être préfet de Dinguiraye dans la mesure où aujourd'hui
Dinguiraï focalise vraiment l'attention de toute la Guinée. La particularité de Dinguiraï, c'est que partout où nous sommes passés, les gens ont exprimé leur soutien au général aujourd'hui parce que tout simplement, TMB, qui est l'initiateur de ce mouvement, est natif de Dinguiraï et que c'est un fils ressortissant, actif du développement de Dinguiraï et que rien que pour ça, ils renoncent à toutes leurs idées d'avant pour adhérer aux idéaux de refondation. Dinguiraï n'avait pas de route tout ce temps, mais le président a doté Dinguiraï d'une route de 80 km. Il y a un chantier qui n'est pas fini bien sûr, mais il y a autre activité aussi qu'il a menée dans la ville de Dinguiraï. Pour toutes ces raisons, c'est normal que les gens se manifestent. Cette démonstration de force dans le cadre du soutien au président de la République par la ville de Dinguiraï a été précédée d'un autre cadre de reconnaissance à la résidence TMB. Ici, le conseiller personnel du général Mamadi Doumbouya reçoit le trophée de la 2e édition des mains de Mamadou Antonio Souaré. Une finale qui va opposer la formation de la commune urbaine à celle de la commune rurale de Banora ce samedi. Nous sommes venus pour accompagner l'organisation de notre ami, le conseiller du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. C'est nous qui avons commencé la première édition et aujourd'hui nous sommes là encore pour la 2e édition. Nous avons donné des équipements pour le départ. Nous avons tenu à être là pour la finale du président de la République, pour encore magnifier ses œuvres, pour le soutenir et pour lui dire que toute la jeunesse, en tout cas qui nous accompagne, sont à 100% avec lui. Et j'ai eu le message aussi de mon ami, la ville de Dinguiraï. Les sages décident aujourd'hui de soutenir, d'être à 100% à la disposition de notre président, le président du CNRD, le général Mamadi Doumbouya. Cette journée de ferveur qui annonce la grande finale du tournoi du président a été aussi agrémentée par ce concert géant. Ici, de nombreux artistes ont magnifié cette initiative fédératrice par des chants de reconnaissance des actions fortes du président général Mamadi Doumbouya. Cette finale s'annonce avec des surprises artistiques ce samedi, dès après la remise de la coupe à l'équipe gagnante. L'association des cliniques privées agréées mobilisée à Sigiri pour redonner le sourire aux victimes d'inondations, la grande distribution de vivres et autres articles de première nécessité a lancé pour traduire la vision de cette plateforme citoyenne. Le coup de pouce vient de remonter le moral de certaines victimes. Djamokaba. L'action de solidarité s'organise davantage à Sigiri pour remonter le moral des victimes d'inondations. L'association des cliniques privées agréées lance sa campagne de distribution gratuite de vivres et non-vivres pour permettre aux ménages sinistrés de se stabiliser. Depuis au milieu de la campagne, beaucoup de dons ont été reçus. Donc, cette fois-ci, nous venons de recevoir la part de l'association des structures sanitaires agréées. Donc, c'est un sentiment de réconfort. Nous les remercions au nom de l'ensemble de la population. Nous les remercions au nom de la commune du personnel de la commune urbaine et de son président Sulman Koïta. Nous disons à tout le monde de penser à ces sinistrés parce qu'il y a des villages qui sont déplacés, il y a des élèves qui ne vont plus à l'école, qui n'ont pas de tenue. Ce ne sont pas seulement des sacs de riz ou des bidons d'huile. Nous pensons aussi aux vêtements, des tenues scolaires, parce qu'il y a des élèves, si on ne vient pas en aide, à ce moment, ils n'iront pas à l'école. Au-delà de leur mission dans la société, ces professionnels de la santé participent à l'œuvre de solidarité nationale pour soutenir des personnes en détresse. Pour la municipalité, le don est le bienvenu au moment où l'épisode pluvieux marque encore les esprits. Ce matin, nous sommes sur le terrain pour venir faire une assistance à nos parents, à nos frères sinistrés des inondations passées pendant la saison des pluies. Notre association a pu offrir à ces sinistrés 50 sacs de riz de 25 kg et 50 bidons d'huile CAO de 5 litres et 12 cartons de savon diamant. Cette année à Sigiri, plusieurs dégâts ont été enregistrés après le passage des inondations. Par cette remise officielle de vivres et non-vivres aux sinistrés, l'association des cliniques privées agréées
traduit sa vision pour accompagner le gouvernement. 2024, une année offensive dans le repositionnement diplomatique de notre pays. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, dirigé par Dr Mori Sanda Kouyaté, a réalisé des actions ambitieuses qui paraissaient impossibles dans les années précédentes. Le retour de la Guinée dans la grande famille de la francophonie, puis veiller sur le bien-être de nos compatriotes partout où ils résident, une diplomatie pilotée par Dr Mori Sanda Kouyaté qui œuvre pour le renforcement des liens diplomatiques entre la Guinée et le reste du monde. Le condensé de l'année avec Makeme Keleti Donzo. Défis relevés comme le rajeunissement et la féminisation de l'administration diplomatique pour meubler les ambassades et consulats, le rapatriement des compatriotes en détresse à l'étranger. Le chef de la diplomatie guinéenne s'est attaqué à un autre gros chantier, l'ouverture totale de la Guinée à la communauté internationale. La base est déjà solide dans les négociations avec le monde. Le ministre Kouyaté et son équipe ont fait face cette année à la sécurisation des Guinéens et leurs biens à l'international. Le cas du jeune Ousmane Touré en est l'illustration parfaite. Ce jeune a été arrêté par la police française, puis rapatrié dans les plus brefs délais. Mais grâce à la diplomatie active entre la Guinée et la France, l'affaire a été réglée assez rapidement et le jeune Touré a été remis dans ses droits. Toujours pour dire que la diaspora est une priorité pour le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a instruit au chef de la diplomatie, Dr Mori Sanda Kouyaté, d'être à l'écoute de tous les Guinéens vivant à l'étranger. Toujours en faveur de la diaspora, le bureau du Haut Conseil des Guinéens établis à l'étranger a vu le jour. Il sert le pont entre les compatriotes et les missions diplomatiques. Les kits d'enrôlement sont disponibles dans plusieurs ambassades, au Japon, en Belgique, en République démocratique du Congo et en Grande-Bretagne par exemple. L'opération dans sa première phase a été bouclée, mais le service se poursuit sans discontinuer. Les chantiers sont ouverts dans certaines grandes capitales du monde comme Addis Abeba et Johannesburg pour la construction des ambassades. Et dans d'autres pays, c'est le rachat des terres qui appartenaient à notre pays dans les années 60, comme le cas du siège de la Guinée à Paris. Addis Abeba, à travers une entreprise locale, un grand chantier est ouvert aux frais du gouvernement guinéen. Les travaux constituent en la construction d'une chancellerie et la résidence sur un espace de 2000 m² pour une durée de 26 mois. Un peu partout dans le monde, la Guinée est reçue avec tous les honneurs à travers la remise des lettres de créance aux présidents des pays amis. Certes, la Guinée est en transition, mais cette situation n'impacte en rien la bonne santé de la coopération bi- et multilatérale. Au contraire, des exceptions sont constatées, comme la collaboration avec le Japon, le pays du soleil levant, qui, pour une des rares fois, collabore avec un pays en transition. Autre exploit du chef de la diplomatie, Dr Mori Sanda Kouyaté, c'est le retour de la Guinée dans la grande famille de la francophonie. Récemment en Turquie, le ministre Kouyaté signe la conclusion de la 4e grande commission mixte de coopération. Là-bas, 14 accords confirmés. Auparavant, il était au Rwanda pour faire une revue des axes de partenariat à travers une autre grande commission mixte de coopération. Puis, il s'est rendu à Sotchi sur invitation du ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov. Ce dernier s'est montré particulièrement réceptif à la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, sur le méga-projet minier. Cette fin d'année, plusieurs investisseurs allemands intéressés par la vision 2040 ont signé des accords avec le secteur privé guinéen sous l'égide du programme sur la diplomatie économique PRODEIC, logé au sein du ministère des Affaires étrangères. Et pour couronner tous ces acquis hautement positifs cette année, le département a piloté au nom du gouvernement la signature d'un contrat avec une banque privée de la place pour le rapatriement des fonds de la diaspora. Religion, l'Église catholique de Guinée à travers les diocèses de Kankan, Zérékoré et Guékédou vient de procéder à l'ordination presbytérale de plusieurs jeunes prêtres. Ils auront pour mission de célébrer les messes et donner les sacrements aux fidèles. Reportage Ali Badrakonde.
Après la création de nouveaux diocèses et l'intronisation des nouveaux évêques, l'Église catholique de Guinée renforce les structures à la base. Avec l'ordination des jeunes prêtres dans les diocèses de Kankan, Zérékoré et Guékédou. À Kankan, c'est le jeune prêtre Christian Catherine Lama qui est ordonné. Laissez-vous façonner par la parole de Dieu et par l'Esprit Saint qui vous guideront dans votre mission. Soyez un prêtre enraciné dans l'Eucharistie, puisant chaque jour des forces nécessaires dans la prière, l'adoration et la méditation. Ces jeunes prêtres pourront désormais célébrer les offices et ordonner les différents sacrements aux fidèles chrétiens. Aujourd'hui, Dieu m'a élevé à la dignité de prêtre. C'est une grâce. Devenir prêtre pour moi, c'est une mission, mais quelque chose qui engage à un service. À Guékédou, ils sont au nombre de 3 jeunes prêtres à être ordonnés. Il s'agit des abbés Maurice Onivogui, Bernard Sabon, pasteur Tolno, et Jérémy Zao Bilivogui. Ils sont désormais considérés comme les bergers du Christ. Comme ma devise, ma grâce te suffit, dans tout mon ministère, je voudrais vraiment confier à la grâce divine. Parce que tout ce que nous faisons en tant que prêtres, c'est Dieu qui nous donne la force et la grâce de continuer sa mission. Je prie pour les jeunes prêtres, que le Seigneur les accompagne dans leur nouveau ministère, qu'ils soient des témoins du Seigneur, de vrais missionnaires, et que leur pastorale soit une pastorale fructueuse. Je prie pour le peuple de Dieu dans le diocèse. Ces ordinations presbytérales des jeunes prêtres au sein de l'Église catholique de Guinée à travers des diocèses s'expliquent par l'attachement des jeunes au sacrement du sacerdoce. Sport, la Guinée participe à la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames. Cette compétition qui se joue à Kinshasa, c'est en RDC, regroupe les 12 meilleures nations de handball sur le continent et va se jouer du 27 au 7 décembre 2024. Le Sili Handball de Guinée a fait sa deuxième sortie avec un match nul de 28-28 face à la Tunisie. Compte rendu Bintia Kondé. Après sa défaite d'entrée face au Cameroun, vice-champion d'Afrique, le Sili Handball Dame refuse d'enchaîner une deuxième défaite de suite. Ce lui permet d'être plus efficace et dynamique face à la Tunisie, quart finaliste de la dernière édition. Dès l'entame de ce match, l'équipe guinéenne s'est montrée plus décisive et affiche largement l'ambition de jouer clairement ses chances en minimisant les faveurs de pronostic qui plaident en faveur de l'adversaire. Guinée-Tunisie, cette affiche nous a mis dans le suspense jusqu'aux dernières minutes de jeu avec un score de parité, 28 buts partout. Je suis satisfait de la rencontre qu'on a effectuée. Je pense que le match nul sur l'ensemble du match, il est logique. Casser la dynamique de la Tunisie et expliquer aux joueurs que si on ne mettait pas plus d'engagement dans nos actions, qu'elles soient offensives ou défensives, on subirait. Par contre, je pense que la force collective que la Guinée peut dégager peut être plus forte que la force collective de la Tunisie. Pour moi, c'était émotionnellement un match difficile. Après, le handball, il évolue beaucoup, donc ils ont un technicien, il a bien travaillé, la preuve, il y en a qu'on a fait match nul avec eux. Pas de victoire pour la Guinée, mais cela ne change pas l'objectif primordial, qui reste la qualification à la prochaine Coupe du Monde. On s'est dit qu'il faut mettre, si on veut marquer, il faut que limite on rentre avec la balle dans la cage, parce que bon, on voit qu'on est un peu en difficulté, et du coup, continuer à faire ça, continuer à être agressive en défense, et surtout pas baisser les bras et continuer à se battre jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. La Guinée, toujours dans sa dynamique de progression, prouve cela dans la qualité des matchs disputés et cela se matérialise par le prix de la meilleure joueuse de la rencontre donné à Aminata Doukouré. Le Sili Handball aura la journée de demain pour se préparer pour sa 3e sortie face à l'Angola le 30 novembre 2024. Oui, cette triste nouvelle, le monde des médias est en deuil. Elhadji Ibrahima Sori, camarade de la Voix de la Révolution, est décédé à l'âge de 84 ans. Une cérémonie funèbre a été organisée ce vendredi pour lui rendre un dernier hommage. Reportage Marwan Kamara, Abdoulaye Kassila. Décédé lundi dernier à Conakry des suites de maladies, le regretté Elhadji Ibrahima Sori Camara a reçu les derniers hommages ce vendredi à la morgue de l'hôpital sino-guinéen. Amis, collaborateurs et familles ont témoigné du parcours de cet homme au service de sa patrie. Ce qu'aura été Elhadji Ibrahima Sori Camara
à la voix de la Révolution, au journal parlé de la voix de la Révolution. Il aura été le chef du desk Nation du journal parlé. Nous te remercions d'avoir fait ce que tu as fait, comme tu l'as fait pour nous. Et moi en particulier, merci de m'avoir accueilli. Il nous a inculqué des valeurs, la sincérité, l'honnêteté et surtout le courage. Il disait très souvent, mon fils, quand tu veux être enterré par l'humanité, tu poses des actes allant dans ce sens. Quand tu veux être enterré par la société ou par ton quartier, tu poseras les actes conséquemment. Et Inch'Allah, ce qu'il attend de moi, je le ferai. El Hadj Ibrahim Souri Kamara était l'une des figures emblématiques du monde de la communication. Connu pour son dévouement professionnel et méticuleux, El Hadj Ibrahim Souri Kamara était le mentor pour beaucoup de personnes de sa génération. Je n'ai pas connu quelqu'un journaliste qui a gravi tous les échelons comme lui. Il a commencé par le premier échelon, journaliste simple, du desk, chef de reporter, après responsable du desk Nation, Oreya, Voix de la Révolution, monté au sommet du bureau de presse de la présidence. Il a fait toutes les étapes. Et ce qui est intéressant chez lui, c'est que c'est un monsieur qui est apprécié partout où il a été apprécié. Après le symposium, la dépouille a été à la mosquée de Hamdallaye pour la prière funèbre, puis au cimetière de Hamdallaye où le défunt repose désormais. Paix à l'âme du doyen El Hadj Ibrahim Souri Kamara. Mesdames, Messieurs, vous suivrez après ce journal le compte-rendu de session ordinaire du Conseil des ministres tenu hier jeudi sous la haute autorité du chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retenez que la Guinée est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonne suite de programme sur la RTG.